Promouvoir la formation professionnelle et technique des jeunes nigériens, c'est l'objet d'un protocole signé ce vendredi entre la Chambre de commerce et l'ONG Asama. Inauguration ce vendredi de la grande mosquée de quartier Tarfo, c'est un quartier de Liboré, une grande mobilisation des fidèles à l'occasion, vous le verrez dans ce journal. Merci d'être sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition de ce vendredi 9 décembre 2016. Je le disais dans le titre, signature ce vendredi d'un accord, d'un protocole de coopération entre la Chambre de commerce et de l'industrie et l'ONG Asama, représentant de Turkmec au Niger. Le protocole porte sur la promotion de la formation professionnelle et technique des jeunes. La cérémonie s'est déroulée à la Chambre de commerce et d'industrie. C'était en présence de plusieurs participants, parmi lesquels nos reporters Nafisa Zakou et Chebou Gisso. Les jalons d'un partenariat fructueux sont désormais posés. La matérialisation est faite à travers cette cérémonie de signature de protocole entre la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et l'ONG Asama, représentant le Turkmec au Niger. Le protocole sera cet outil essentiel pour la formation et la promotion de la jeunesse. L'une des ambitions essentielles de l'ONG Asama, représentant Turkmec, et la promotion de la formation professionnelle et technique en faveur de la jeunesse du Niger dans des filières spécialisées et sur une durée de 3 à 6 mois. À cet égard, nous sommes d'avis que le soutien d'organisations socio-professionnelles telles que les chambres de commerce et d'industrie du Niger, en même temps que les coudées franchis que nous donne ce protocole pour mutualiser les efforts, nous permettent de conduire des initiatives au profit des jeunes et d'atteindre ainsi nos objectifs. À cet effet, l'ONG Asama, représentant Turkmec et les CCIN décideront des communs accords du type de formation professionnelle et technique à dispenser. Opportunément, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a mis en exergue l'objectif général lié à ce protocole. L'objectif général de ce protocole est la création entre les deux parties d'un cadre de partenariat en matière de formation professionnelle et technique à travers le renforcement des relations socio-économiques et culturelles, les partages d'expériences, l'organisation conjointe d'activités d'intérêt commun, la coordination des activités de formation professionnelle et technique en Turquie et au Niger. Plus particulièrement, les deux parties conviendront de s'engager dans les diverses formes de coopération suivantes. Procéder à des activités de recherche relatives à l'éducation ou à la formation en Turquie et au Niger. Organiser des stages sur des sites préalablement identifiés ou sélectionnés autrement. Échanger des invitations en vue de la participation de leurs membres à des conférences, colloques et séminaires. Échanger des informations dans des domaines d'intérêt commun. Je ne doute pas que la signature de ce protocole permettra de créer un cadre privilégié d'accompagnement des jeunes promoteurs et des opérateurs économiques de notre pays dans le cadre de la création et du développement de leurs entreprises. Le point d'orgue de cette cérémonie a été la signature entre la CCIN et l'ONG Asama du protocole accompagnant un cadeau gracieusement offert à l'ONG Asama, preuve du regain d'intérêt et le plus fort attaché à ce partenariat voulu dès au départ et plus fructueux par les deux parties. À l'occasion de la célébration du 68e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme demain samedi, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, Quad, a comme d'habitude rendu publique une déclaration ce vendredi. Dans celle-ci, le Code exige des autorités de régler les problèmes de l'éducation et de la santé. D'autres précisions avec Asama Ousseidou et Nasser Seydou. C'est une déclaration qui vise à examiner la situation des droits de l'homme dans le monde en général et au Niger en particulier. Celle-ci à l'occasion de ce 68e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut souligner que la jouissance effective d'un certain nombre de droits économiques, de droits humains, se pose avec acuité. Il en est ainsi des droits économiques.
socio-culturels tels que le droit à l'éducation, à la santé, auxquels des solutions urgentes doivent être trouvées. À cela s'ajoute le problème sécuritaire du pays lié à la situation géographique actuelle avec la crise libyenne, la guerre malienne, la situation du Nigeria engendrant l'apparition de mouvements d'extrémisme violents dans la bande saharo-saharienne. Les attaques armées répétées ont occasionné non seulement plusieurs centaines de morts et de portées disparues, mais aussi de flux de réfugiés et de déplacés dans des conditions douloureuses de violation de droits. Pour le cas spécifique du Niger, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie constate que des avancées significatives sont enregistrées ces dernières années, mais beaucoup reste encore à faire. La journée des droits de l'homme doit nous amener à réfléchir au moyen de prévenir les violations des droits de l'homme et de les protéger. Au vu de tout ce qui précède, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, exige des autorités de la 7e République le règlement définitif des problèmes récurrents de l'éducation et de la santé, notamment celle de contracter de l'éducation et des médecins spécialistes conformément aux engagements pris lors du passage du Niger à la dernière session de l'examen périodique universel. Demande fortement à l'ensemble des autorités, de couches socio-professionnelles et à l'ensemble du peuple nigérien, au vu de la gravité de la situation politique et économique, de tout mettre en œuvre en vue d'un sursaut national à travers des sacrifices proportionnellement aux revenus des citoyens. Demande en conséquence au président de la République, au Premier ministre, aux membres du gouvernement, aux députés nationaux de consentir la réduction de moitié de leurs fonds politiques et autres indemnités de fonction politique. Enfin, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité qui veillent avec courage et détermination sur la sécurité des personnes et de leurs biens tout en les encourageant à veiller au respect des règles du droit international humanitaire. En marge de cette journée internationale des droits humains qui sera célébrée demain samedi 10 décembre 2016, la Commission nationale des droits humains, CNDH, et la délégation de l'Union européenne ont signé un accord cet après-midi. Dans cet accord, l'Union européenne décide d'appuyer la Commission nationale des droits humains, CNDH, dans sa mission de protection des droits humains au Niger. Le compte rendu de cette cérémonie avec Arieta Salah et Soumela Abdoulaye. Par cette signature d'engagement entre la délégation de l'Union européenne et la Commission nationale des droits humains, l'Union européenne entend poursuivre ses efforts pour la cause des droits humains. Une signature à l'occasion de la célébration par anticipation de la Journée internationale des droits humains. La CNDH a récemment présenté un plan d'action stratégique aux bailleurs de fonds et cette convention s'inscrit pleinement dans les axes qui y ont été développés. En particulier sur le volet de renforcement de ses capacités pour, d'une part, exercer pleinement sa mission de protection des droits humains et, d'autre part, renforcer les capacités des différents acteurs impliqués en matière de promotion des droits humains. Appuyer la CNDH, qui est l'institution habilité de par la loi à veiller à la protection des droits humains sur l'ensemble du territoire nigérien, est une tâche que l'Union européenne assume avec volonté et conviction. Je formule le vœu que notre soutien, dont le montant s'élève à 197 millions de francs CFA, contribuera à l'obtention du statut auprès de ses pairs du Comité international de coordination des institutions nationales des droits humains, gage de son efficience et de sa crédibilité. Cette cérémonie de partenariat dont se félicite la CNDH lui apportera un nouvel souffle d'énergie dans un contexte économique difficile. La Commission nationale des droits humains se félicite de la signature de cet important accord de partenariat avec la délégation de l'Union européenne qui intervient juste après la tenue
de la table ronde sur le financement du plan stratégique de la Commission nationale des droits humains et la présentation de la synthèse du rapport cumulé 2015-2016 sur l'état des droits humains au Niger. Le projet, objet de la présente cérémonie, intervient également de façon symbolique le 9 décembre 2016, journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce projet vise de façon globale à contribuer à la promotion et à la protection des droits humains au Niger. L'Union européenne a donné l'assurance à la CNDH de continuer à les appuyer dans la protection et la promotion des droits humains au Niger. Les responsables de l'Observatoire communautaire sur l'accès aux services de santé OCAS étaient face à la presse ce vendredi. Objectif à présenter l'Observatoire, qui est un dispositif existant dans plusieurs pays et qui se trouve être indépendant dans la collecte impartiale, régulière et en temps réel des données sur les obstacles de l'accès aux services et soins de santé pour les malades de 3 pathologies: la tuberculose, le paludisme et le sida. N'est-ce pas, Ousmane Sidikou? L'activité à travers cette sortie médiatique rentre dans le cadre de la visibilité de l'Observatoire communautaire sur l'accès aux services de santé OCAS, un dispositif véritablement indépendant. OCAS, Observatoire communautaire sur l'accès aux services de santé, est né au Niger en août 2014. Comme vous le savez, malgré les avancées significatives réalisées sur les plans sanitaires, le taux de mortalité reste très élevé en Afrique, surtout en Afrique sud du Sahara. Évidemment, le Niger n'échappe pas à cette triste réalité. Donc, le Fonds mondial créé en 2001 a déjà investi d'importantes sommes pour lutter contre le palu, la tuberculose et le sida. De ces 2 phases, celle de sa mise en place est opérationnelle. Les acquis, tout comme les constats à l'issue des rapports, sont validés par un comité de pilotage. Pour ce qui est des acquis, de la mise en œuvre des activités, nous avons eu l'adhésion au processus de collecte de tous les responsables des services de santé, informés et sensibilisés, la responsabilisation d'un point focal au niveau régional pour un suivi de proximité des activités de collecte, la centralisation et la transmission des fiches. L'implication de chaque catégorie de bénéficiaires des 3 pathologies, à savoir le VIH, la tuberculose et le paludisme. Cependant, une seule zone d'ombre, la raréfaction, la réticence ou l'indisponibilité quant aux ressources pour cette prise en charge pourtant indispensable. On a toujours eu à leur dire ici qu'il faut la prévention. Leur réponse était quoi à l'époque? Il y a peu de temps, ça ne fait même pas 4-5 mois. Dans un atelier avec le plus haut responsable de la santé, j'ai eu à dire que sans la prévention, on ne peut pas lutter contre le sida. La réponse était quoi? Rareté des ressources. S'il vous plaît, à l'époque où il y a moins de ressources mobilisées, on a su faire la prévention qui nous a amené aujourd'hui à avoir les résultats que nous avons en termes même de dépistage. Parce qu'il faut dépister pour pouvoir traiter. J'avoue que la file active d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu du tapage en termes de sensibilisation dans les villes et villages de ces pays-là, avec le maigre moyen dont nous disposions à l'époque. OCAS Niger, c'est ce dispositif de veille qui effectue une collecte trimestrielle au niveau des formations sanitaires des 8 régions du pays, et ce avec des agents collecteurs. Je l'annonçais dans le titre, grande mobilisation des fidèles musulmans à Tarho, un quartier à quelques encablures du village de Liboré, qui dispose désormais d'une grande mosquée, une mosquée de vendredi à matériaux définitifs. Elle a été inaugurée ce vendredi en présence des fidèles et de plusieurs personnalités. Une journée inscrite dans le livre d'or du quartier de ce village. Nos reporters Ousmane Sidikou et Halidou Brema y étaient. Voici ce qu'ils nous rapportent.
Juma'a Moubarak dans le quartier de Tarho, non loin du village de Liboré, où l'affluence est celle des grands jours. Elle consacre l'inauguration de la toute nouvelle mosquée de vendredi. Mosquée d'ailleurs prise d'assaut par les fidèles pour la circonstance. C'est dire que préalablement, le besoin tout comme la nécessité se faisait durement ressentir. Ils ont besoin des mosquées. Donc, on a parlé avec les gens, ils étaient d'accord. Donc aujourd'hui, vraiment, Dieu merci. Parce que voilà, nous aujourd'hui, ils ont construit la mosquée et voilà, aujourd'hui c'est l'ouverture de cette mosquée. Donc vraiment, nous remercions les bons dieux et nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés. Et aussi, vraiment, ils n'ont qu'à faire ces très bels exemples comme ce genre de choses. Donc vraiment, nous remercions le bon Dieu et nous remercions tous ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui, le jour de vendredi. Donc vraiment, c'est un peu ça. Je vous remercie. Gratitude affichée par les habitants à tous ceux et toutes celles qui ont rehaussé de leur présence à l'inauguration de cette mosquée. On est satisfait de l'ouverture de cette mosquée pour la prière de vendredi, parce que c'est une mosquée qui date de très longtemps. Donc du banco, maintenant ça a été construit en semi-dur. Maintenant on ne peut que remercier tout le monde, tous les invités de quelque nature, que ce soit les grands imams qui étaient là, les honorables députés, les grandes personnalités. On a un remerciement à lancer à ces personnes-là. Prêche et Houtouba ont constitué les moments forts avant la prière collective, prière à laquelle y ont pris part les personnalités ainsi que d'autres élus nationaux. On ne cessera jamais d'en parler, la scolarisation de la jeune fille au Niger, une question à laquelle l'État et certaines institutions y veillent. Cependant, beaucoup de filles quittent le banc prématurément, surtout celles des zones rurales. Une des préoccupations aussi de certains parents. C'est un public reportage signé par nos confrères de la radio-télévision Dunia. La scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école reste et demeure une question préoccupante au Niger. Malgré les multiples efforts de l'État et de ses partenaires, la fille au Niger ne bénéficie pas des mêmes chances que le garçon en matière d'éducation rendue pourtant gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Si la multitude de campagnes de sensibilisation et de plaidoyer ont poussé certains parents à inscrire leurs filles à l'école primaire, la mauvaise perception de l'école occidentale par certains constitue un handicap qui empêche à de nombreuses filles d'accéder au secondaire. to kulu zalai gu hurise to wat kul kan se zalai hurise ne kagar kan songo hayre mu gudi kan wone o agoga zalai ngai ne mu am ko kyau barkan goga zalai ngai ma kar higen dio zama hakan na fakan se ngai goga ba am kyau gute bor hanno na fadini agon gabe ngai mi dia zama matkan kine ainin faman na funi goga ke kiwo baramu wallahi mo da kyau akan da nafa kuna wai baraz fongon kan in nafte di kawai ber in nafte hundira bisbal borkindo. Les véritables difficultés liées à l'éducation de la fille au Niger surgissent après le CM2. Une fois le CFPD obtenu, certains parents rencontrent des difficultés car dans les villages, la fille est souvent obligée de quitter la famille pour aller au CEG. Ils sont nombreux. Les pères de famille à ne pas pouvoir trouver de tuteurs en ville pour leurs enfants, surtout si c'est une fille. Beaucoup de filles abandonnent parce que les parents ne veulent pas laisser leur fille aller loin d'eux. Parce que pour d'autres, même si il y a un problème d'accueil, il n'y a pas de familles qui acceptent. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de trouver des familles qui acceptent de prendre en charge et de protéger véritablement l'enfant de l'autre. Il y a toutes ces menaces
de violence, de harcèlement dont les filles sont victimes en dehors du cadre ou du contexte familial. Pour juguler les problèmes, les autorités ont pris plusieurs mesures visant à faciliter non seulement la scolarisation, mais aussi le maintien de la fille à l'école. En termes de travail, il y a d'abord une sensibilisation des parents à faire pour que les parents soient convaincus de l'intérêt ou de l'importance d'envoyer ou de laisser la fille à l'école. Au-delà de l'objectif ou de la vision immédiate à court ou moyen terme, il faut peut-être apprendre à voir, à lire les avantages de l'école à moyen et à long terme. Nous avons l'habitude de promouvoir des activités pour l'allègement de ces tâches-là, ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus. On peut alléger par exemple les souffrances des mères et envisager l'installation des moulins à grains. On peut envisager des petites subventions pour les fonds, pour que les mamans puissent s'adonner à un petit commerce et libérer les filles pour qu'elles aient la possibilité d'aller à l'école. Actuellement, la tendance change. Ici, nous sommes à l'école primaire Boubon Centre, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Niamey, la capitale. Avec des chiffres à l'appui, le directeur de cette école primaire explique que les parents inscrivent de plus en plus de filles. Quand nous prenons les années antérieures, par exemple l'année 2013-2014, avec un effectif de 623, nous avons 285. 2015-2016, avec un effectif de 807, nous avons 383. Et cette année aussi, avec un effectif de 912, nous avons 448. Donc, partant de là, nous constatons aisément que la fréquentation de la jeune fille est vraiment acceptable au niveau de notre école. Les filles sont vraiment actives parce que dans beaucoup de classes, on peut trouver, ça veut dire, les premières des classes qui sont des filles. Et dans les 5 premiers aussi, on peut trouver, ça veut dire, oui, donc je peux dire en général que vraiment les filles sont vraiment actives au niveau de notre école. Sur le plan national également, les efforts de l'État portent des fruits. En 2000, par exemple, pour les garçons, il était de 29%. Mais si vous prenez aujourd'hui, en 2016, il est de 83,9%. Ce même indicateur, par contre, pour les filles, au cours de la même année 2000, il n'était que de 18%. Et en 2016, aujourd'hui, il est à 67,3%. Vous convenez avec moi qu'il y a un effort remarquable qui vient d'être fourni. Ça veut dire que si on interprète, on traduit cet indicateur, il y a beaucoup plus d'enfants, notamment les filles, qui parviennent à achever le cycle. Mais si vous regardez au niveau des catégories d'enfants, pour les garçons, nous sommes à presque environ 84, alors que pour les filles, on est encore à 67. Ça voudra dire qu'il y a une différence. Quand vous faites la différence, vous avez environ 7 ou 16% d'écart entre garçons et filles. Au Niger, les défis que les autorités et les partenaires veulent relever, c'est l'achèvement du cursus scolaire de la fille. Au demeurant, l'école offre plusieurs opportunités à la fille et les femmes qui occupent actuellement les plus hautes fonctions de l'État constituent une preuve tangible. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Excellente nuit à toutes et à tous et surtout bon début de week-end. Au revoir.